Donc ça passe dans... Eh bien voilà, nous y sommes tous réunis en ce samedi soir. Hein. Regardez, il me semble qu'on va faire la fête. Les verts sont là, en tout cas. Hein. On va faire la fête puisque c'est un petit peu notre émission. Hein, sous un signe de joie, J comme joie, comme l'aurait chanté notre ami Charles Trenet. Et oui, nous sommes tous réunis, les différents invités, différents horizons. Vous allez entendre, vous allez découvrir, vous allez aimer, on va déguster aussi pour vous. Bref, on va passer un moment sensationnel. Tout d'abord, merci à notre ami Eric à la réalisation. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, même chez vous là-bas. Oui. On applaudit Eric, c'est très important. Nous avons également le directeur de l'antenne, monsieur Rabat, ici présent. Merci mon cher Rabat de nous faire confiance. Et bientôt la 100e émission, vous vous rendez compte? 100e émission, ça commence à compter. Hein. Et puis Éric Durand, bien sûr, à la communication. Notre Éric, bien sûr, qui est également attaché de presse. Et puis Philippe Langonnet à photo plateau, c'est très important. Un homme de talent, c'est ce que l'on dit en tout cas sur la place de Paris. Hein, eh bien voilà, nous allons donc débuter cette émission. Je suis accompagné par notre amie Nadine Rode, qui s'occupe de tout ce qui est gastronomie. Et en plus de ça, c'est une comédienne et une chanteuse. Regardez plutôt, ça va vous... Moi, je suis fan des produits de France. Sur les marchés, concernant s'ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Et alors? Oui, j'adore. Je suis fan des produits de France. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Mais nous aussi on adore. Hein? Un clin d'œil. Un clin d'œil sur les marchés, nos beaux produits de France. Oui, mais moi j'ai pas vu la cochonne aujourd'hui. Dans le prochain clip, si tu es sage. Dans le prochain clip, d'accord. Dans les aventures. Oui, parce qu'il faut vous expliquer, il y a un clip, dans chacune des émissions, c'est un clip différent. Et elle a toujours son amie, la cochonne Porcinelle. Voilà, et elle nous fait découvrir les produits de France. Merci Nadine pour ton sourire, son charme, ses yeux pétillants. Écoutez, elle est formidable et son talent surtout. Applaudissements encore pour Nadine. Merci. Voilà. On ne fait pas de bonne cuisine sans bons produits. Alors, ma chère Nadine, nous allons donc présenter nos invités. Alors, tout d'abord, sur votre gauche, vous avez Monsieur Philippe Forbrac. Alors, Philippe Forbrac, c'est un honneur de l'avoir aujourd'hui à Armada. Et pourquoi, ma chère Nadine? Parce que Philippe Forbrac est un homme formidable, né à Marseille, c'est déjà très très bien. Ah ça, c'est jamais. Vainqueur du concours meilleur sommelier du monde. Donc, on peut l'applaudir. Philippe a également un restaurant à Paris pour faire des accords vin-mets et déguster de bons produits excellents. Il y a une cave incroyable à découvrir et Philippe Forbrac va nous parler de ces produits, de ces bons vins dans sa cave. Bonjour à tous. Bonjour. D'être avec vous ce soir. Voilà, j'ai un restaurant, effectivement, ça fait 40 ans cette année, donc c'est l'anniversaire de ces 40e année passée à vanter les bons produits français, comme on l'a entendu sur la chanson et dans l'équipe de Nadine tout à l'heure. C'est-à-dire à la fois les terroirs, les gens, les vignerons. Parce que c'est vrai que derrière une bouteille, derrière un verre de vin, finalement, il y a non seulement des gens, une culture. Il y a aussi des intempéries. Cette année, par exemple, ils ont beaucoup souffert. Nos amis vignerons, on peut penser à eux vraiment. Ça, bien sûr. Mais il y a surtout beaucoup de poésie dans le vin. Je crois que ça fait partie aussi de cette dimension culturelle du vin, qui bien sûr dépasse le simple fait d'être une boisson. C'est une sorte de symbole particulier. Et moi, c'est ce qui me fascine. Et quand j'ai créé ce restaurant il y a 40 ans avec Nicolas Drabaudy, qui est un confrère journaliste qui est décédé il y a quelques temps, on a eu envie de faire un lieu de rencontre, de partage, de mise à l'honneur. J'allais dire de mise en valeur, mais ça dépasse la valeur, c'est l'honneur
des grands producteurs français, mais aussi du monde entier, pour faire en sorte de les valoriser au mieux et de trouver, comme le disait judicieusement Nadine Rod il y a quelques instants, au départ du vin pour aller sur les plats. Et d'ailleurs, sur la première carte, un petit clin d'œil à mon premier chef qui aujourd'hui a fait une jolie carrière, Laurent Petit, qui a 3 étoiles Michelin et qui a revendu son affaire à ses collaborateurs il y a quelques temps, qui vient de remonter un restaurant à Langres. Peut-être que les chemins de l'émission amènera à de nouvelles rencontres. Et sur la carte, c'était marqué: pour accompagner nos plats, pour accompagner nos vins, le chef vous propose ses plats. Et donc c'était vraiment au service finalement du plaisir des gens, au-delà des égos. C'était juste pour la mise en valeur effectivement la plus judicieuse des accords mets et vins. On parle justement du plaisir, du partage, de l'amour, de la bonne table. Alors nous avons un autre invité, qui est Monsieur Clément Leroy. Vous pouvez applaudir chaleureusement, ma chère Nadine. Alors Clément, vous depuis très peu de temps en fait, vous avez pris un restaurant qui est situé sur les Champs-Élysées. Bonjour à tous déjà, ravi d'être avec vous ce soir. Oui, tout à fait, j'ai repris depuis quelques mois un restaurant un peu emblématique de Paris qui est le Chiberta, qui a connu plusieurs vies, qui est une maison bientôt centenaire et qui avait été repris par Guy Savoy il y a 20 ans. Et du fait de mon parcours où j'ai travaillé déjà 12 ans pour Guy Savoy, je suis revenu à Paris parce que j'avais quitté Paris depuis 8 ans et je suis revenu à Paris et on a organisé une petite passation avec Guy Savoy et donc maintenant je suis au destiné du Chiberta. On va en parler bien sûr, on viendra vous voir. Très bonne cuisine, fine et précise. On viendra vous voir. Merci en tout cas de vous être déplacé, d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors côté musical, nous allons avoir durant cette émission un maître en la matière. Je parlais un musicien de flûte traversière. C'est pas facile. Moi, j'ai débuté avec de la trompette, mais ça fait mal aux lèvres, l'embouchure. Après, c'était de la clarinette et maintenant, j'en suis au pipeau. Mais vous, c'est de la flûte traversière. C'est ça. Bonjour, mon c'est cher tout Christian. Un travail. C'est vrai, c'est tout un travail. Et comme tu l'as dit, Christian, c'est pas du pipeau, en effet, parce que ça demande beaucoup de temps, de travail, de précision. Mais comme tout art, en fait, parce qu'on a l'art de la sommellerie, on a l'art de la cuisine, on a l'art de la chanson, l'art également de la mise en scène et du théâtre. Finalement, tout art se travaille, finalement. Bien sûr. Il y a forcément ce côté de talent, ce côté de don que nous pouvons avoir. Et après, derrière, c'est dépend comment on le travaille, comment on le met en valeur. Et avec tout le parcours que j'ai fait, je me retrouve là à discuter avec toi aujourd'hui. Bien sûr, il y a un dernier album qui vient de sortir, voilà. Et on vous entendra en live. C'est ça. Voilà, c'est ça qui est formidable. Quelle chance de vous avoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, en tout cas, merci. Christian. Voilà, très bien, merci infiniment. Juste à côté de vous, vous avez un garçon, écoutez, avec ses lunettes, on se dirait à Saint-Tropez. C'est formidable, mais c'est un artiste avec ce sourire merveilleux. Lui aussi, il donne que du bonheur, c'est du partage, voilà. Mais on est dans un autre domaine, c'est pas le domaine, enfin, il y a le domaine musical, mais pas uniquement, théâtral aussi, puisque dans très peu de temps, c'est-à-dire le 7 décembre, dans quelques jours, il y a un spectacle que vous allez offrir aux spectateurs, aux jeunes spectateurs, puisque on s'approche des fêtes de Noël, bien évidemment, et on va parler de la malédiction de la sorcière. Alors, au départ, je suis donc chanteur. Bien sûr. Au départ, j'ai fait pendant 25 ans, Blues Brothers Show, le Blues Brothers Show. On va en parler, bien sûr. On en parlera. Et là, La Malédiction de la sorcière, c'est un conte fantastique en 3D, c'est-à-dire avec un grand écran derrière, de la musique, avec des comptines qui sont totalement revisitées en rock, en blues, en reggae. Donc, quelque chose de très moderne et en même temps mise en scène par un garçon que j'apprécie, qui est Michel Voletti, qui m'a donné un coup de main parce qu'effectivement, c'est un spectacle familial, donc tout public, mais familial. J'avais besoin qu'on m'indique un petit peu comment échanger avec les enfants. Et donc là, Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident du tout. Donc j'ai eu besoin de ce garçon pour me donner un coup de main et de me diriger un petit peu dans cette voie.
Voilà, ça sera à partir du 7 décembre au Théâtre de la Seine parisienne. On viendra vous applaudir après être passé bien sûr chez vous, au restaurant, et puis avoir bu un bon vin avec vous. Et on va terminer ce tour de table avec un artiste. Alors c'est le coup de cœur, un peu nostalgie, mais un artiste incroyable. Moi je l'aime tellement, notre Franck Dana, parce que je me souviens de Franck Dana avec François Feldman, Patrick Hernandez, voilà, des années 80, 90, des slows. Ah oui, c'est là que tout se passe, c'est là qu'il faut attaquer, et ça grâce, entre autres, à ce monsieur qui est ici, monsieur Franck Dana. Merci d'être là, Franck. Alors, Franck Dana est un auteur-compositeur, interprète incroyable. Il a repris, voilà, pas si longtemps, des chansons comme La vie en rose, vous voyez, des chansons entre autres de Piaf, mais pas uniquement, à sa façon, avec une rumba, un tango. Parce que Franck chante, mais fait danser les gens aussi, c'est ça qui est formidable. Attendez, mon cher Franck, il faudrait que le micro marche. Ça, c'est très important, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Oui, voilà, oui, voilà. c'est mieux, c'est mieux comme ça. Il vaut mieux l'ouvrir. Donc, je disais que vous faites danser les gens aussi. Oui, je fais des prestations dans les dancing. Voilà. Donc, voilà, je chante, donc beaucoup de reprises, évidemment. Et comme pendant beaucoup de temps, enfin, vu que je suis en France, je chantais toujours en anglais. Parce que, enfin, c'est une façon, c'est une longue histoire. On va en parler de ça, oui. Donc, j'ai voulu faire un album avec des reprises en français. Oui, donc, je chante La vie en rose. Il y a La vie en rose, il y a Vous les femmes aussi. À vous les femmes, parle, oui. ça parle. Mais j'ai toujours personnalisé quand même. Ouais. J'ai voulu toujours personnaliser. Alors ça, c'est maintenant, mais on se souvient aussi du Franck Dana, Believe Me. Ah oui, oui. Bon, des slows incroyables. Et ça, c'est des des chansons que j'ai écrites. Oui, bah oui. Mais, cher Christian, tu me connais bien, parce que on se voyait presque tous les soirs à l'Orange Bleu. Ouais. L'Orange Bleu qui était un endroit de perdition. Dans les belles années. Et alors donc, qui était tout près de l'Étoile, justement. Oui, oui. Puisque je parle de chansons comme ça, non, pour faire savoir un petit peu l'histoire. Oui, mais on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Façon, bon, ok, d'accord. Absolument. En tout cas, on a vraiment plaisir à vous avoir. Alors, c'est mon plaisir. Cadeau. Franck va nous faire un live aussi. Oui. Et pas sur n'importe quel titre, ça sera Lovers. Alors, tout le monde va s'en lasser. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Si, à vous. C'est mon premier. Merci, je m'appelle Robert. Ça a été ma première chanson, disons, que j'ai composée. Ouais. Et il y a une histoire là-dessus. Bon, enfin. On va en parler tout ça, mon cher Franck. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir. On va débuter, Nadine, avec votre invité, Philippe Forbrac, voilà, qui est ici avec nous ce soir à Radio Armada, bien évidemment. Alors, vous le disiez très justement, notre ami Philippe nous vient d'une belle région. Absolument, je suis né à Marseille, j'ai grandi en Provence. Mes grands-parents étaient restaurateurs à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Et c'est là que j'ai eu finalement la passion de la gastronomie. Je suis cuisinier de formation, mais la fascination du vin, des accords mets et vins m'a orienté ensuite vers une carrière de sommelier. Et c'est comme ça que j'ai commencé, il y a un certain nombre d'années, à gravir les échelons, à gagner des concours et surtout être présent. Oui, parce qu'on parle de concours, on n'arrive pas meilleur sommelier du monde. Comme ça, j'imagine que vous avez dû passer des étapes, des concours. Comment ça se passe Absolument. En fait? On n'est pas obligé de faire des concours pour faire une belle carrière, mais en l'occurrence, quand même à ce niveau. Je me suis pris au jeu des compétitions et donc j'ai gagné le concours de meilleur jeune sommelier de France il y a 40 ans, c'était en 84. C'était hier. Après 88 meilleur sommelier de France, ensuite 92 meilleur sommelier du monde. Voilà, donc tous les 4 ans, un peu comme la Coupe du Monde, c'était mémotechnique. Je me suis dit que c'était Mais sympa après, il y a quelque chose après, non? La première sommelier du monde, c'est compliqué parce qu'effectivement, on peut gagner en plus ces concours qu'une fois dans sa vie. Donc quand on les a gagnés, on vit avec. Comme je dis souvent, on ne gagne qu'une fois, il faut les mériter ensuite tous les jours. Ensuite, j'ai eu l'opportunité en 97 et avec une première édition en 2000 de créer le concours des meilleurs ouvriers de France sommeliers. Et j'ai d'ailleurs reçu la distinction MOF honoris causa en 2015. C'est un très joli cadeau finalement de la profession et l'organisation du concours, de pouvoir porter aujourd'hui ce col bleu blanc rouge également quasiment au quotidien dans mon restaurant. Voilà. Donc, alors les concours c'est bien, mais c'est surtout des étapes pour se pousser finalement à apprendre dans le quotidien d'un restaurant et
et Clément le sait très bien au Chiberta, on est pris par tout ce qui se passe, par les fournisseurs, par le personnel, par la créativité, par le travail, tout simplement. Et finalement, les concours, c'est une sorte pas d'échappatoire, mais de pulsion pour apprendre encore plus, d'aller plus loin dans sa propre connaissance et dans son propre destin. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu, c'est venu agrémenter un parcours quelque part, en se poussant à aller plus loin. Mmh. Alors, dites-moi Philippe, on sait presque tout de vous, mais peut-être les gens ne savent pas ça. Vous avez aussi flirté un peu avec le cinéma, non? Oui. C'est un artiste, Philippe Forbrac. Il chante, il joue la comédie. Excusez-moi, mais lorsqu'on est auprès de Pierre Arditi, on est déjà dans la cour des grands. Oui. En plus, je jouais le rôle d'un cuisinier pour une fois. C'est bon, ça. J'ai été cuisinier dans ma vie, effectivement. On le voit peut-être pas à l'écran là, mais en tout cas, oui. J'ai joué dans la série d'Arditi. Le sang de la vigne. Le sang de la vigne. L'épisode alsacien qui s'appelle cet épisode-là Vengeance tardive en Alsace. Alors, il y a toujours des mots. Quelle appellation! Des noms de chaque feuilleton qui était sympa. Et jouer le rôle du chef de cuisine de la Maison des Tanneurs à Strasbourg, avec trois scènes avec Arditi. J'ai eu la chance aussi vous avez fait de la télévision aussi, d'apparaître oui, sur France Télévisions notamment, ça fait un nombre d'années. Oui. Et puis sur nos confrères d'Europe 1 et BFM. En radio, beaucoup. En radio, puis je suis tous les week-ends sur Sud Radio. Écoutez, de temps en temps, si vous voulez venir à Armada, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Mais oui, peut-être que mon plus beau souvenir cinématographique très modeste, c'est dans le film Place Vendôme. Ah oui. De Nicole Garcia, où je joue, parce que finalement, moi qui ai travaillé quasiment que chez moi toute ma vie, j'ai été dans ma vie chef sommelier du Ritz, mesdames et messieurs. C'est quand même un titre aussi extraordinaire, puisque dans le film Place Vendôme, je joue le chef sommelier du Ritz, avec des scènes magnifiques avec Catherine Deneuve, Bacri, Emmanuel Seigné, Dutronc, enfin, etc. Et ça m'a permis de les croiser, certains de sympathiser un peu plus avec certains. Ils sont venus vous voir ensuite au restaurant? Absolument. Ah, ben voilà. Je me souviens de ce jour de tournage au Ritz où, dans le fameux camion cantine à la vitrée, on se retrouvait le soir après le tournage. J'avais apporté un magnum d'Angélus, joli petit vin de pays. Ils en ont pas tous les jours, de Saint-Émilion, un très grand vin. Et j'ouvre ce magnum là, et puis, au moment donné, il y avait une émeute autour du camion qui était la cantine qui était Place Vendôme. C'est juste incroyable. Manger, pique-niquer. Angélus avec ces artistes-là. Et les gens, finalement, étaient plus fascinés par la bouteille que par Dutronc, Deneuve et les autres. Il fallait gérer les égos aussi des uns et des autres. Voilà, quelques petits souvenirs, effectivement. Puisqu'on parle justement de grands vins, on parle du Bordeaux le plus cher du monde, le Liber Pater. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas le vin le plus connu, mais c'est effectivement le vin qui est le mieux valorisé. Liber Pater, c'est un vin qui a été créé par Loïc Pasquier il y a quelques années. Il a essayé de reproduire au mieux ce qui se faisait au siècle dernier, même le siècle d'avant. Parce que le siècle passe vite finalement, à Bordeaux avec des très vieux cépages d'avant le phylloxéra, de planter ces cépages en vignes franches, donc sans les fameux porte-greffes américains qui sont venus créer la possibilité de replanter le vignoble, mais qui ont une sorte de frein aussi au style initial. Il en fait très peu. Ce sont des bouteilles qui sont valorisées plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il en vend pas beaucoup, mais effectivement, il en fait un vin absolument unique que j'ai eu l'occasion de goûter quelques fois. Et quel goût a-t-il, ce vin? Il a un goût, c'est facile de dire ça, mais il a un goût authentique. C'est-à-dire que c'est un goût un peu différent des vins d'aujourd'hui, qui sont un peu plus technologiques. C'est un goût marqué à la fois par ce terroir de l'Andiras. Il est minéral? Dans les graves. Il y a effectivement sûrement plus de profondeur minérale. Il y a aussi beaucoup de fruits, beaucoup de textures, mais il y a une complexité qui est étonnante par rapport au vin d'aujourd'hui et qui est due à la diversité. Parce qu'aujourd'hui, à Bordeaux, on connaît 3 cépages rouges principalement, le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, sans être trop technique, un peu de Malbec, un peu d'autres choses, de petits verres d'eau, mais il y en a très peu. Or, il faut savoir qu'avant le phylloxéra, il y avait des dizaines et des dizaines de cépages qui étaient utilisés dans la vigne à Bordeaux. Et ces cépages, ils ont été arrachés du phylloxéra. Après le phylloxéra, pour rationaliser, parce que ça correspondait plus à de facilité de récolte, etc., etc. Mais du coup, on a perdu cette diversité que Loïc Pasquier et ses amis, il y a une association qui s'appelle les Francs de Pied,
qui est défendu d'ailleurs par Albert de Monaco, et régulièrement il y a des symposiums à Monaco pour pouvoir essayer de mettre en valeur ce patrimoine et le sauvegarder. Je pense qu'on a intérêt, et c'est la même chose pour les produits alimentaires, hein. On a perdu un petit peu cette diversité qui font une richesse absolue au niveau de nos territoires, et qui donne surtout la possibilité aux gens d'apprécier des choses différentes, parce que la standardisation tue effectivement tout cet artisanat et cette histoire. Mais en œnologie, est-ce que les palais des amateurs de vin ont évolué? Oui, nos palais tout court, parce qu'on mange pas la même chose qu'avant. On est plus sur des saveurs un petit peu plus fruitées, un petit peu plus douces, etc. par rapport à ce que l'on appréciait peut-être à une certaine époque. L'alimentation a changé, et donc le rapport au liquide, hein, que ce soit le vin ou d'autres types de boissons, automatiquement a évolué avec le temps. Mais ça a toujours évolué, hein. Si on pas le temps dans l'émission de repartir jusqu'à l'époque ancienne, mais on va remonter à Diogène dans son tonneau. Les vins, oui, mais même avant. L'histoire du vin, elle commence 6000 ans avant Jésus-Christ, notamment en Géorgie. Il y a peut-être d'autres endroits, mais en tout cas, à l'heure actuelle de nos connaissances, c'est par là. Les vins qu'on faisait à l'époque, on ne pourrait pas les boire aujourd'hui. Les vins de l'époque de Jésus-Christ, et le fameux sang du Christ, etc., c'était des vins qui étaient tellement concentrés qu'ils étaient impossibles à boire nature. D'ailleurs, on mettait de l'eau. Le sommelier que je suis, à l'époque, il y a 2000 ans, c'était le doseur d'eau. Parce que finalement, on mettait de l'eau en fonction de ce que l'on souhaitait obtenir. Et dans l'agora qui permettait de rassembler tout le monde, souvent pour discuter et voire prendre des décisions, le fameux in vino veritas, c'est qu'effectivement, à partir d'un certain dosage, on pouvait obtenir de la part de l'audience, finalement, une certaine désinhibition par rapport aux idées reçues et la sincérité de la décision. Et donc, il y avait toujours quelqu'un qui prenait des notes et qui faisait voter les uns et les autres à un moment donné pour faire en sorte que la bascule ne sera pas dans les bacchanales finales, mais au moment où effectivement les gens étaient le plus à même d'être sincères avec eux-mêmes. Et c'est l'une des vertus aussi du vin voilà, dans son histoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un vin AOC et un vin AOP? C'est la même chose finalement. AOC, c'est l'appellation historique, appellation d'origine contrôlée, et AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. C'est une notion qui a été dictée par la communauté européenne finalement, mais AOC, AOP, c'est équivalent. Très bien. Et quel est le cépage qui compose la Romanée Conti? Les Conti, c'est... Parce que c'est le plus... Oui, c'est l'un des plus prestigieux, avec le Liber Pater, effectivement, qui est un peu anecdotique. Romanée Conti, c'est sûrement le vin, effectivement, le plus cher. Et malheureusement, peut-être... C'est quoi le plus cher, en fait? Le plus spéculatif. Une bouteille de Romanée Conti, c'est en moyenne entre 10 et 15 000 euros. Si on en trouve. Parce que c'est pas le tout d'avoir de l'argent. Ouais. Mais le cépage, c'est le pinot noir fin. Parce qu'il y a aussi des dizaines de variétés de pinot noir, mais le pinot noir fin, effectivement, c'est celui qui est planté sur les 1 hectare 80, quelques mètres carrés supplémentaires qui ont beaucoup de valeur, effectivement, en plein cœur de bonne Romanée pour donner la Romanée Conti. Et on parle souvent d'un vin, un grand vin qui est situé sur la commune de Pomerol, qui commence par un P. C'est ça. Peut-être, c'est ça. Le fameux Pétrus, voilà. Qui n'est pas qu'un vin pour la sangria, parce qu'il y a eu récemment toute une histoire que j'ai eu l'occasion de commenter d'ailleurs sur les médias, où des gens s'étaient amusés à faire une sangria la plus chère du monde, quelque part, avec un certain nombre de bouteilles de Pétrus. Ça vaut dans les 5 000 euros Oui, globalement. Alors quand on a mis une douzaine de bouteilles dans une sangria... ça fait cher la sangria. Sur la Côte d'Azur, effectivement, ça fait un peu jaser. Non, c'est un vin extraordinaire. Pomerol, c'est un nom magique. Et Pétrus, c'est la star de Pomerol sur ce fameux plateau calcaire avec la crasse ferrugineuse qui donne, on parle souvent de fruité, de minéralité, mais là je pense que quand on goûte Pétrus, on peut avoir effectivement cette sensation, cette émotion. Parce que le vin, c'est une boisson, mais c'est surtout, j'allais dire, du plaisir. On n'est pas là pour boire, on est là pour apprécier quand on goûte ce genre de vin. On peut boire aussi, il y a des moments où on se laisse aller, heureusement, de profiter de la vie telle qu'elle vient. Mais quand on a affaire à un grand vin, ça touche non seulement le palais, mais ça touche surtout le cœur. Et ces grands vins, ils ont cette dimension-là. Mais la rareté justifie-t-elle le prix ?
L'offre et la demande, Madame Rode. Oui, non, bien. La rareté justifie en tout cas le prix, c'est la demande. Pétrus, la légende de Pétrus, elle est née parce que la reine Élisabeth l'a choisi pour servir à ses noces, etc. Et que tout le monde finalement, le monde a ensuite s'est dit mais c'est quoi ce vin que la reine a servi? Et puis finalement derrière tout le monde a essayé d'en avoir et aujourd'hui le monde entier rêve d'être invité à la table de la reine, du roi, du roi. Fils. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils pour faire nos achats? Oui. Alors, qu'est-ce qui influence finalement la prise de décision en matière de vin? Il y a des études régulières qui montrent ça. Aujourd'hui, c'est la région. Donc, si vous aimez, entre guillemets, parce que vous êtes fan de Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Loire, donc c'est ce qui influence le premier. Le deuxième facteur d'influence, c'est le prix. Donc, clairement, selon sa bourse, on va aller vers tel ou tel type de vin. Et il y a des vins un peu à tous les prix dans quasiment toutes les régions. Même si la Bourgogne aujourd'hui commence un peu haut en termes parce que la production c'est pas énorme la Bourgogne en termes de surface et donc l'offre et la demande. Et le troisième élément de choix, c'est le cépage finalement. Donc si vous êtes amateur de l'élégance du Pinot Noir, si vous préférez la fougue d'un Merlot, si vous aimez la brillance de certains blancs comme certains Sauvignons Château de Loire, vous allez vous orienter en fonction de votre propre goût vers différentes régions. Après, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Nous, on est là, les sommeliers, il y a des cavistes, il y a des restaurateurs, il y a des amateurs éclairés qui peuvent vous donner des idées plus précises. On parle des vins, justement, évidemment, des régions. Mais avec ce dérèglement climatique, est-ce qu'il n'y a pas justement urgence? Parce qu'on peut imaginer que les vignes du Sud vont disparaître, non? Il y a un vrai danger. Alors, l'altitude de plantation, même dans le sud, peut aider à lutter un peu contre la latitude et l'excès du climat. Ça reste très compliqué pour un certain nombre de régions. La solution d'arrachage de la vigne, on le subit un peu et certains vignobles d'aujourd'hui sont soumis à ce genre de et les intempéries, circonstances. Les intempéries, absolument. On a de plus en plus d'épisodes particuliers. Le gel, la grêle, qui ont déclenché ensuite l'eau, le manque d'eau ou le trop d'eau. Donc, le feu. Il y a les deux, le feu. Mais la vigne est un très bon pare-feu. Il y a beaucoup d'endroits où on a planté de la vigne pour lutter justement contre le feu. Voilà, donc il y a l'évolution de l'encépagement et finalement quand on regarde dans le rétroviseur, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les vieux cépages qui ont disparu, aujourd'hui ces vieux cépages c'est sûrement l'avenir. Et voilà. Et donc d'ailleurs la devise de Briançon, qui est la ville d'origine de la famille Forbrac, c'est le passé répond de l'avenir. Et effectivement, lorsqu'on se base sur des histoires, et les anciens ils n'ont pas fait les choses par hasard. Aujourd'hui, on les analyse, on veut tout comprendre, etc. Avant, l'empirisme était de rigueur, mais l'observation de la nature, notamment, est un vrai indicateur pour le futur aussi. Alors, je sais que Franck Dana investit beaucoup avec ses Napoléons, etc., ses lingots. Bon, ça c'est normal, c'est le showbiz. Mais est-ce qu'on peut investir avec des bonnes bouteilles de vin? Oui, on peut acheter un certain nombre de vin en primeur et puis espérer que ça monte. Globalement sur les grandes étiquettes. Il y a peu de risques de perdre de l'argent et même sûrement d'en gagner. C'est un peu moins le cas aujourd'hui qu'avant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait vraiment des beaux placements. Tous les crus célèbres entre guillemets, un jour ou l'autre trouvent preneur et dans les ventes aux enchères, on trouve régulièrement. Si vous avez la chance d'avoir une bouteille de Romanée Conti, si vous ne l'avez pas payé hors de prix, et si un jour vous voulez vous en débarrasser. Et il y a des acheteurs pour ça. Il y a des acheteurs. Il y a une bourse il y a sur Internet, c'est facile de retrouver à peu près la fourchette, en tout cas, de la valeur moyenne. Oui. Et ensuite, il y a effectivement chaque année ça tombe de ventes aux enchères terribles. D'accord. Une bouteille, un des records, parce que le record c'est fait pour être battu, et puis on ne sait pas toujours tout. Mais une bouteille de Romanée Conti 1945, par exemple, qui s'est vendue il y a quelques années aux enchères, a été, à votre avis, jugée à quel prix? 1 million 2 millions peut-être. 1 million. Donc, pour une bouteille, c'est quand même pas mal. Mais pour ce bon, prix-là, on aurait pu vendre 2 bouteilles. 500 000. Mais 480 000 euros. 487 000 euros même. C'est pas loin. En Suisse. Hein, absolument, bravo. C'est normal, c'est elle qui l'a acheté. Donc, elle en avait plusieurs, voilà, sans les taxes. Voilà. Donc, non, mais c'est pour dire qu'il y a des
À ce niveau-là, on n'est plus entre guillemets sur le vin boisson, on est clair. On est sur une œuvre d'art. Collector. Voilà, on sait très bien que 45, c'est la dernière année avant qu'ils arrachent la vigne. En quelques années, il n'y avait plus de vin, donc de 46 à 51, il n'y a pas de récolte. Donc c'était des vignes préphyloxériques. Donc il y a plein de raisons pour ce que ce vin flambe, et c'est un grand millésime qualitativement parlant, et 45 historiquement parlant, il y a un symbole aussi. Et comment conserver des bouteilles de vin? Alors, on conserver à plat déjà, comme ça, parce que ça permet d'avoir l'humidité du bouchon intérieur et l'humidité dans la cave aussi. Il faut une cave idéalement autour de 80% d'humidité. 12 degrés, c'est bien. Entre 12 et 14, c'est une bonne fourchette pour pouvoir conserver le vin. Et puis ensuite, c'est bien de le conserver. C'est bien de savoir à quel moment il faut le boire. Souvent, le plus compliqué, c'est avec qui le boire d'ailleurs, parce qu'il faut bien choisir les gens avec qui on va partager, surtout. Et puis avec quoi aussi. Et bien entendu, avec quoi. Alors justement, aujourd'hui, c'est une émission didactique, puisque nous allons apprendre comment déboucher une bouteille correctement et comment choisir son verre à vin. Alors mon cher Eric, on va peut-être faire des gros plans avec la caméra pour qu'on puisse bien voir, évidemment, au fur et à mesure. C'est une leçon qui nous est donnée. Voilà. Un partage d'expérience, ça serait déjà pas mal. Alors, il faut déjà enlever la capsule. Voilà. Alors voilà, il faut bien voir. Approchez la ici, caméra. Ici, il y a une bague, et bien coupée sous la bague, ici. Voilà. On peut peut-être mettre un peu plus de lumière, Eric. Qui sert de guide. Je vais prendre le micro, en essayant de ne pas l'éteindre. Voilà. Ensuite, on vient juste enlever ça proprement, de manière à ce que ça soit esthétique. Et surtout, pourquoi l'enlever dessous la bague? Parce que quand on sert le vin, si on le coupe au-dessus, le vin va toucher le côté métallique ici et peut donner effectivement un goût désagréable ensuite. Ou voir des impuretés qui se sont développées entre le bouchon et la capsule. Ensuite, on vient au milieu. Alors, parfois, on se dit on va y aller direct comme ça, et puis finalement, de temps en temps, hop là, le bouchon part à l'intérieur de la bouteille. C'est pas très cool, surtout sur les vieux vins. L'idéal, c'est étonnant ce que je vais vous raconter, mais c'est venir ici, presque ici à l'horizontale, venir planter au milieu la pointe de la vrille, d'accord? Et une fois qu'elle est plantée au milieu, on peut relever. Là, pour le coup, on est sûr d'être au milieu. Ce qui permet aussi de faire en sorte que on ait plus de chances de ne pas casser le bouchon. En général, quand on dit ça, on le sort, on le casse, mais bon, on va essayer de faire en sorte ce soir d'être attentif à la situation. Voilà. Donc, et on remonte doucement, faisant attention, en guidant, c'est assez facile normalement. La plupart des bouchons sortent tranquillement. Avant la fin, on vient chercher ici avec les doigts et cette partie-là du bouchon, un contact de manière à servir de guide et sortir le bouchon correctement, entier, sans percer le bout qu'on appelle le miroir ici. Et si vous regardez ici, vous voyez jamais la vrille. Parfois, quand on ouvre, on a la vrille en travers. Oui, c'est vrai. Ça fragilise beaucoup le bouchon, ça peut faire tomber des impuretés. Là, en faisant la technique que je vous ai montrée, de viser le centre, de relever, vous êtes sûr dans l'axe, d'accord? Il n'y a rien qui dépasse, et là, vous ne dépassez pas non plus. Donc là, effectivement, c'est ouvert correctement. Voilà. Alors, il faut ouvrir les bouteilles un peu à l'avance. Oui, surtout pour les rouges, c'est pas mal de les oxygéner. Pour les oxygéner. Absolument. Et puis après, choisir le bon verre, effectivement, Nadine le rappelait. Alors, les verres, justement, parce qu'on se trompe arguments. très souvent. Hein. Oui. Et ça, je me posais une question. La carafe, justement, ça aide à aérer le vin, si absolument. Décanter le vin. Il y a deux vertus, aérer et décanter. Décanter, c'est quand il y a du dépôt, on enlève le dépôt pour pouvoir faire en sorte que le vin ne soit pas troublé, notamment vers le fond de la bouteille. Donc on enlève le dépôt et aérer parce qu'effectivement il y a un effet d'oxygénation. Et même un vin jeune, là on est sur Luberon, au Château de Sanne 22, typiquement il faudrait le mettre en carafe, ça lui ferait vraiment du bien. Après choisir un grand verre plus ou moins évasé, c'est aussi quelque chose qui est important parce que finalement vous voyez ici j'ai 3 verres. On le voit bien que c'est de formes différentes, mais qu'est-ce qui va jouer finalement sur le goût? Essentiellement, c'est cette partie-là qui est presque, qui peut passer de façon rapide, mais c'est l'ouverture ici. C'est l'ouverture. L'ouverture, et cette partie-là, un verre, c'est un pied, une tige, un gobelet ou un calice,
une chambre d'oxygénation, une cheminée d'oxygénation. Et ici, cette partie-là dont je vous parlais, ça s'appelle le buvant. C'est-à-dire qu'il va rentrer en contact charnel avec vos lèvres. Et ici, vous avez par exemple un buvant ou une partie supérieure qui est tubulaire. Vous voyez ici, cette petite partie-là, ici, elle est droite. Là, vous avez un buvant rentrant. Et là, sur ce verre-là, qui s'appelle le macaron, vous avez un buvant légèrement retroussé. Et bien finalement, le même vin, dégusté dans les trois, va pas avoir le même effet. Ici, on va avoir un effet, comme on est rentrant, on va avoir un effet dynamique sur le palais, ça va être projeté au niveau du palais. D'accord. Ici, on a un buvant vertical, le vin il va être juste accompagné au centre du palais. Et ici, sur un buvant retroussé, on va avoir une sorte de phénomène de cascade qui va couler le long du palais. Alors, qu'est-ce qui est le mieux, en fait, selon les vins, et selon le message que l'on veut faire ressortir, on va pouvoir choisir tel ou tel type de vin. Ce vin-là, moi, je l'aime beaucoup pour les blancs ou les rosés, parce que je trouve qu'il accompagne juste dans la nature du vin. Celui-ci, si on a un vin avec un peu d'âge, mais que l'on veut un peu le rafraîchir, il ne faut pas hésiter à choisir ce type de vin, parce qu'on va avoir la dynamique d'arriver dans le palais. Et ici, pour la plupart des vins rouges, c'est bien parce que le vin rouge, ce côté coulant, va lui donner un peu plus d'ampleur, un peu plus de densité au niveau de la dégustation. Et c'est assez intéressant de pouvoir faire le test. Mais réellement, amusez-vous chez vous, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, à choisir pour le fun, mais aussi pour animer, j'allais dire pourquoi pas une dégustation, plusieurs vins, plusieurs verres avec le même vin. Et faites le test à vos amis. Vous allez voir, c'est bluffant. C'est très intéressant. Voilà. Après, on sert le vin dans le verre. On remplit jamais un verre. Jamais, oui, voilà. Il y a notamment une sorte de boursouflure dans la plupart des verres, ce qu'on appelle nous la ligne de paraison. Et c'est là qu'avec raison, sûrement, on doit s'arrêter de servir. D'accord. Bon. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de stages dans ce domaine en France. Beaucoup, à Paris, entre autres. Oui. L'œnologie est un art. Oui, c'est un art. Voilà, donc on va, bien sûr, déguster musicalité du vin, quelques bouteilles à consommer avec modération, c'est ça. C'est vrai. Et n'empêche, moi je connais mon père qui est passionné d'œnologie, qui est un amateur et qui disait justement de découvrir les caves, les producteurs locaux et que, en fonction de la température, des vignobles qui sont présents ici, en fait, les vins peuvent avoir plus ou moins de caractère et qui convient de les déguster en fait. Voilà. Il y a plein d'éléments qui font que on va pouvoir changer quelque part pas complètement le goût, mais en tout cas le ressenti, la forme du verre, l'oxygénation, la température de service et bien sûr les plats. Bon, pourquoi moi j'ai fait ce métier, c'est parce que quand j'apprenais à faire la cuisine, je me disais mais qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Et finalement si on boit ça ou ça, on n'a pas nécessairement la même sensation. Ni les mêmes émotions. Donc j'ai eu envie d'essayer de connaître pour comprendre. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. J'ai fait d'ailleurs plusieurs bouquins. Mon dernier, qui s'appelle Les accords vin et mets. Et comme le disait Nadine Roth tout à l'heure, en partant du vin, j'explique effectivement le plat jusqu'au dernier moment, quasiment, le chef va pouvoir changer un peu, pourquoi pas sa cuisson, sa garniture, les condiments, l'assaisonnement, etc. Et quelque part interpréter le mieux le vin tel qu'il est aujourd'hui. Parce que mis à part ce que je viens d'expliquer, qui joue déjà pas mal sur la perception du vin, le verre, la carafage, l'oxygénation ou la température, l'influence que l'on a au dernier moment sur le vin, elle est limitée. Alors que sur le plat, pratiquement, dans une cuisine, on peut faire jusqu'au dernier moment le chemin vers le vin pour le plaisir encore plus sublimé de la rencontre. Bien sûr. C'est un beau rendez-vous en fait que l'on partage aujourd'hui. Et vous savez que le vin a une musique, un son également. Est-ce qu'on peut parler du son? Oui, mais quand on sert un vin blanc, par exemple, dans un vin blanc sec, on a un son qui est très cristallin. C'est plutôt aigu. Quand on sert un vin liquoreux dans un verre, on a un son plus feutré. On est plutôt dans un son plus suave. C'est vrai qu'on peut décrire le son. Et la mode nous fait beaucoup parler de la lune et de la biodynamie. C'est vrai. Donc le principe d'exploitation de la biodynamie, quel est-il? Vous avez 2 heures? Non.
Oui, voilà. Non, rapidement la Pour biodynamie. clôturer. La bio, c'est le fait de ne pas utiliser de produits de synthèse d'origine chimique, donc que des produits naturels. Et la biodynamie, c'est en plus d'utiliser l'ensemble de systèmes astral comme guide. La lune montante, lune descendante, par exemple, lune descendante va travailler plutôt les racines, hein, ça paraît logique, mais ça influence et ça aide à optimiser finalement les actions. Lune montante va travailler plutôt le bois, la vigne, les feuilles et le raisin après. Il y a des préparations aussi en biodynamie qui ont des numéros des 500, 501, 502, etc., qui sont des préparations que l'on va utiliser sous forme d'engrais naturels, sous forme de protection de la feuille, sous forme de silice pour augmenter la photosynthèse, etc. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont assez pertinents et qui sont finalement l'observation de la nature, je l'évoquais tout à l'heure, et aussi la concrétisation de génération en génération de gens qui se sont succédés et qui ont trouvé ces process. La nature, on la bouscule un peu trop en ce moment, mais elle est plutôt bien faite. Si la planète existe, c'est que la nature communique, et même les végétaux communiquent entre eux, on le sait très bien. Et c'est Goethe qui avait mis en place d'ailleurs un système qui s'appelle la botanique goethéenne, qui disait s'il y a au fond du champ des sols avec des racines qui sont bourrées d'une molécule qui ressemble à l'aspirine, s'il y a des ronces qui poussent au bout et qui finalement les insectes y vont jamais, si vous prenez ces ronces, vous les faites sécher, vous en faites une poudre ou une infusion et que vous la passez sur la vigne, les insectes ils vont pas y aller, hein. Parce que c'est un insecticide naturel. Et tout ça existe dans la nature. Il suffit juste d'être attentif à ça, de l'écouter, et la planète, à mon avis, se portera encore mieux. En tout cas, on était très attentifs, Philippe, à tout ce que vous nous avez dit. Alors, on peut vous retrouver où, alors, pour ceux qui aiment le bon vin et qui vous aiment tout simplement, voilà. On peut me retrouver dans mon restaurant depuis 1984, au 97 boulevard Haussmann. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement. Dans lequel j'exerce mon métier avec mes équipes que je salue du lundi au vendredi. Et puis j'ai la chance aussi d'intervenir ou de faire un certain nombre d'animations dans différents endroits. Je serai le 7 novembre prochain à la Villa Efroussi de Rothschild, par exemple à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour une soirée autour d'œnologie, poésie et gastronomie. Et puis un petit clin d'œil peut-être à ma consoeur Pascaline Lepelletier qui va nous représenter dans quelques jours, puis ce sera le 15 novembre prochain pour le concours du meilleur sommelier d'Europe à Belgrade, celle qui avait terminé 4e au dernier concours du meilleur sommelier du monde organisé à Paris en 2023. J'espère ira encore plus loin dans cette belle compétition pour que l'étendard de la France et de la sommellerie effectivement puisse briller sur le toit de l'Europe avant vive la France, vive la France. Hein. Alors, on va déguster à travers les livres également de Philippe Forbrac. Oui. Nous avons d'ailleurs une photo du dernier livre de Philippe, Eric. Mon goûter un vin, c'est effectivement un de mes livres. Le dernier, c'est sur les accords vin et mets. Hop là. Le livre, c'est un bon support de communication. On s'aperçoit que les livres de gastronomie, même si aujourd'hui il y a plein d'autres médias possibles, reste quand même une référence. La dimension du papier, quelque chose auquel les amateurs de vin de gastronomie restent très attachés. Je vais prendre le verre le plus modeste. Oui. Pour trinquer avec J'attendais que Franck nous passe tous les verres. Franck, il s'est dit que maintenant, ça serait peut-être le moment quand même de déguster le vin. Déjà à votre santé, à votre émission. À la bonne vôtre et merci en tout cas pour votre venue. Ce week-end. Et donc là, quand on goûte un vin, on essaie d'avoir une partie un peu blanche pour regarder déjà la couleur et profiter de l'esthétisme du vin. Là, on a un très joli rouge avec des reflets un petit peu. Et ça se boit un peu rubis. Et ça se boit avec quel plat, par exemple, ce vin? Là, je vois un pâté croûte de notre ami Clément Leroy qui nous tend les bras. Divin. Vous allez apprécier tout à l'heure. Je pense que là, on est vraiment raccord. Là, on est dedans. Voilà. Le vin aura le temps de s'ouvrir un petit peu. Voilà, absolument. Et donc, typiquement, alors bien sûr, ce style de vin qui sont des vins du Sud, un peu chaleureux avec Grenache, Syrah notamment, comme cépage,
évoque des jolies grillades, des soirées d'été qui ne finissent plus Entre parce qu'on a amis, envie de refaire voilà. le monde, Oui. on a envie d'écouter Franck des Dana, artistes, ou, voilà, Franck Dana, Olivier Chalopin. Olivier Chalopin, Voilà. avec sa flûte traversière, etc. Non, c'est voilà, on boit pas du vin pour boire finalement. On boit du Ouais, vin je vois. pour partage, Bien sûr. pour se retrouver Partager. entre amis. Absolument. Et c'est ça le plus important. Absolument. Je dis Une toujours, jolie robe. on boit pas pour oublier, on goûte pour se souvenir. Et je pense que ça, c'est une formule qui résume assez bien notre métier, c'est-à-dire qu'on capitalise sur ce que l'on goûte pour mémoriser effectivement des moments, des gens, des rencontres, et une rencontre aussi bien sûr avec le vin lui-même, hein, mais aussi avec les autres. Et effectivement, Le partage. ça, c'est important. En tout cas, une belle rencontre, hein, Nadine, une belle rencontre avec Philippe Forbrac. Vraiment, c'était passionnant. Hein, ceux qui sont épicuriens comme nous, voilà, parce que le vin, on connaît, mais on connaît pas vraiment. Il y a une façon de verser le vin dans un verre, de le choisir. Voilà, enfin, tout ça, c'est de l'amour, Philippe, tout ça. Oui, parce que de toute façon, la vie devrait être amour. On l'oublie parfois. Mais j'ai un de mes copains chefs qui est décédé il y a quelques années, qui avait marqué sur sa carte, effectivement, rien sans amour. Et je pense qu'effectivement, le vin, goûté raisonnablement, on est bien d'accord, hein, les excès, quels qu'ils soient, sont toujours négatifs. Mais le vin contribue effectivement à rassembler les gens autour d'un moment, autour Autour d'une table, comme Absolument. Armada. Absolument. C'est ça. En tout cas, merci infiniment, parce que Mais je je vous en sais prie. que vous êtes attendu, que vous avez un rendez-vous. Merci. Voilà. En tout cas, c'était La vraiment soirée un ne fait que plaisir. commencer. Merci beaucoup C'était Philippe vraiment un pour ce plaisir, rendez-vous Philippe. didactique sur Mais je vous Talent en prie. Liberté Armada. La table est magnifique, effectivement, elle est bien garnie. Et la forme de la table ne nous a pas échappé à vous, c'est le V qui veut Le dire V. aussi le vin, la Le vin. victoire, Voilà. mais aussi la vie tout court. La vie tout court. Merci, Merci. beaucoup. J'aimerais Merci applaudir infiniment. Philippe Forbrac. Et merci de vous être déplacé. Et à bientôt. Merci bientôt. infiniment Philippe. À bientôt. Merci infiniment. Merci.